effectivement commencer la conférence suivante et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Ivanov de la société Spin Data qui s'appelait il y a encore quelques jours Complex Systems, donc elle va vous expliquer tout ça. Puisqu'effectivement l'objectif d'une telle journée c'est aussi de mettre en valeur nos partenaires parce qu'on couvre bien sûr pas mal de domaines mais on a toujours besoin de partenaires autour de nous pour enrichir encore les différents traitements. Et là on va en particulier parler de connaissances clients, de data science, de machine learning, de choses dans ce genre-là. Alors il y a pas mal de thèmes un peu techniques. Pour ceux qui n'ont pas fait statistique en LV2. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Vous ne serez pas ridicule, au contraire, vous rendrez service à pas mal de gens. Et de toute façon, je sais qu'Hélène saura expliquer ça très bien. Et donc, effectivement, on va vous parler de la manière dont on peut aller plus loin dans l'exploration statistique des données. Vous savez, pour ceux notamment qui travaillent avec des données, qu'il existe de multiples fonctions statistiques spatiales déjà à l'intérieur de cartes des données, hein, notamment des ACP, des AFC, des CH, tout un tas de techniques qui permettent d'analyser les territoires, de créer des groupes homogènes de territoires. Et puis là, on va plutôt parler de l'angle connaissance client et aussi de données sur des micro-zones pour raffiner son analyse. Et donc, on va pouvoir détailler ça. Je passe la parole à Hélène Ivanov. Alors, bonjour à tous. Déjà, je veux remercier Hélène et remercier Arctic de nous accueillir ici aujourd'hui et de nous présenter donc Spin Data. Alors, je suis donc cofondatrice de Spin Data avec Patrick Canarelli qui est dans la salle. D'abord moi. Donc, je suis de formation mathématique et statistique, donc je fais des choses un peu compliquées pour beaucoup de gens. Mon secteur d'activité, en fait, c'est le data marketing, c'est-à-dire en fait d'utiliser les data. On parle beaucoup de data aujourd'hui pour apporter des réponses de connaissances clients pour simplement permettre à nos clients de mieux recruter de nouveaux clients et de mieux les fidéliser. Voilà, et donc effectivement on peut me coller l'étiquette Data Scientist. Alors comme l'a dit Hélène, Spin Data c'est le tout nouveau nom de Complex Systems, qui est une entreprise assez ancienne. C'est la première fois en fait qu'on communique sous ce nom-là, on l'a annoncé il y a quelques jours, donc c'est assez nouveau pour nous, pas que je me trompe. Donc on est basé à Versailles et étant donné qu'on existe depuis 23 ans maintenant, on peut considérer qu'on est un acteur historique du secteur, de tout ce qu'on peut mettre sous l'étiquette de data science, machine learning, big data, le tout appliqué au marketing. Alors, on a aussi la particularité, ça c'est un peu spécifique chez nous effectivement, d'avoir une activité continue depuis le début de la création de Complex Systems, donc aujourd'hui Spin Data, une activité continue de R&D en data et en intelligence artificielle, ce qui nous permet de proposer des solutions innovantes dans ce domaine du data marketing. Pour nous situer un peu, voilà les acteurs avec lesquels nous travaillons. Alors, ce qui est super, c'est qu'on travaille avec des entreprises et des organismes très différents, et ça fait la richesse de notre activité. Nous travaillons notamment dans le secteur des associations caritatives pour des problématiques de collecte de fonds, le fundraising, et notre plus ancien client, c'est la Ligue contre le cancer. C'est la Ligue contre le cancer, voilà. Donc on est très fiers de travailler avec eux depuis si longtemps. On travaille aussi avec d'autres grandes associations et d'autres plus petites d'ailleurs aussi. Dans le secteur marchand, on travaille un peu en B2B, par exemple avec Kiloutou, surtout en B2C, et là encore dans des secteurs d'activité très différents. Ça peut être la presse, le tourisme, le e-commerce, la VAD, etc., la vente à distance. Et nous travaillons aussi avec des agences marketing qui ont donc ces problématiques. Donc, le métier de Spin Data, c'est d'aider les entreprises à remettre, plus exactement, on pourrait dire à mettre les data au cœur de leurs activités. Et les entreprises avec lesquelles nous travaillons sont plutôt des PME, des associations caritatives
organismes à but non lucratif. Alors, on parle beaucoup de data, enfin, vous en entendez parler tous les jours, je pense, d'intelligence artificielle. Alors, ça diffuse très bien dans les grandes entreprises, dans les télécoms, les banques, les assurances. Et pourtant, alors, évidemment, c'est plus difficile dans des entreprises plus petites, parce que ce sont des sujets très techniques, et parce que, en fait, dans des organisations plus petites, de taille plus modeste, on a moins de ressources humaines, on a moins de moyens. Et pourtant, nous, on le constate tous les jours, il y a un vrai intérêt pour les data aujourd'hui. On est interrogé tous les jours par des clients qui veulent comprendre, qui veulent apprendre, en fait, et qui veulent utiliser leurs données pour prendre de meilleures décisions. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a renommé Complex System en Spin Data. Alors, pour simplifier, pour simplifier l'accès aux données, on serait Complex System, ça faisait un peu peur aux gens. Bon, voilà. Donc, Spin Data, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on apporte comment est-ce qu'on aide en fait ces entreprises à utiliser leurs data pour prendre de meilleures décisions. En fait, on a une grande composante d'accompagnement. On essaye d'être très proche, de travailler avec eux dans une optique de travail collaboratif, je dirais. Et pour ça, on s'appuie, c'est la communauté, sur une plateforme qui s'appelle spindata.io, que vous voyez là dans le coin, qui est en fait notre outil de travail, mais qu'on a entièrement redéveloppé pour l'ouvrir à nos clients. Et c'est une démarche assez innovante. Il y a peu d'entreprises qui travaillent de cette manière-là. En fait, cette plateforme, c'est une plateforme analytique qui nous permet d'explorer les datas de nos clients et qui nous permet aussi de bâtir des modèles prédictifs pour anticiper les comportements clients. Et cette plateforme, en fait, on a décidé de l'ouvrir à nos clients, de la partager avec nos clients, ce qui permet littéralement de plonger au cœur des données. Ça leur permet de voir leurs clients de manière tout à fait nouvelle. Et ça nous permet aussi de travailler ensemble sur les datas. Donc, littéralement, ça leur permet de toucher du doigt, en fait, ce que peut apporter l'exploitation des datas au quotidien et avec des enjeux business tout à fait concrets. Ça permet aussi très facilement de faire des POC, de tester des hypothèses. Donc, alors oui, nous travaillons dans le secteur du marketing, donc nous répondons aux problématiques des directions marketing qui sont toujours un peu les mêmes, deux grands axes. Comment trouver des nouveaux clients, donc à moindre coût, des nouveaux clients qui resteront plus longtemps dans l'entreprise, et puis comment les fidéliser avec des notions d'augmenter la fidélisation et d'augmenter aussi la valeur. Et voilà. Et donc, je vais vous raconter tout ça. En fait, oui. Donc, on travaille sur différents types de problématiques, des problématiques de connaissance client, c'est-à-dire en fait les grandes problématiques des entreprises, enfin, vous le savez bien, c'est de parler de la meilleure manière possible à chacun de ses clients, d'engager un discours personnalisé. Donc la connaissance client, qui sont mes clients, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs comportements, c'est un des premiers volets. On a évidemment une grosse partie de notre activité qui concerne la fidélisation des clients. Une fois qu'un client est entré, comment faire en sorte qu'il réachète rapidement, comment le fidéliser, comment fidéliser les clients qui sont déjà là, comment augmenter la fidélisation, comment même prévoir ce qui va se passer dans l'avenir pour prendre de meilleures décisions stratégiques. Et puis, il y a évidemment aussi tout un volet sur le recrutement des clients avec des problématiques de lifetime value, c'est-à-dire de calcul de la valeur à terme de nos clients, l'analyse des parcours d'entrée, etc. Alors, je vais vous donner 3 exemples pour rendre les choses un peu moins théoriques. En général, la première chose auquel s'intéresse nos clients lorsqu'ils commencent à s'intéresser à leur base de données clients, c'est à quoi ressemblent les clients? Est-ce qu'ils ont tous le même profil? Est-ce que j'ai des clients qui sont différents? Comment je peux m'adresser à eux? Et un exemple, alors je prends l'exemple d'une association caritative pour laquelle on a réalisé ce qu'on appelle finalement une photographie client, une cartographie client, mais pas cartographie au sens arctique évidemment. En fait, on a
utiliser toutes les données de dons, donc en fait, pour tous les donateurs, les dates de dons, les montants de dons, les canaux de dons. Et puis on a rajouté plein d'autres informations qui sont notamment la réactivité aux différents messages de sollicitation. Donc le ton du message, la cause, le sujet lui-même du message, les dates de dons, les canaux de dons, donc qu'est-ce qu'on donne avec en faisant un chèque, en allant sur Internet et en donnant par Internet. Et en fait, en gros, on utilise beaucoup d'algorithmes, des sortes de moulinettes qui vous permettent ensuite d'identifier, d'explorer les données. Et ce qui était assez intéressant dans cette étude-là, c'est qu'en fait, on a évidemment fait ressortir un profil de donateurs très connus de l'association, des donateurs qui étaient là depuis très longtemps, donc une sorte de socle de donateurs qui finalement étaient des gens un peu plutôt provinciaux, plutôt plus âgés, avec des moyens plus modestes, puisqu'on a aussi intégré des informations de nature socio-démo, mais qui étaient toujours là, on pouvait compter sur eux, donc c'était vraiment le socle. Et puis, à l'inverse, on a trouvé des donateurs beaucoup plus récents, qui donnaient par Internet, qui sont beaucoup plus impliqués, très très engagés, très généreux, urbains, jeunes, donc, et puis aussi une autre catégorie de donateurs qui étaient des donateurs, alors qu'on appelle des fiscalistes, c'est-à-dire des donateurs qui donnent plutôt en fin d'année avec un objectif de déduction fiscale et qui font des dons assez importants. Voilà. Donc pour l'association, c'est tout à fait intéressant de visualiser finalement des profils très différents, et ça leur a permis ensuite de développer des stratégies différenciées, de mettre en place un plan de communication différencié pour pouvoir finalement engager un discours et avoir une relation beaucoup plus personnalisée avec ces donateurs. Un autre exemple que je voulais vous présenter, c'est celui ce qu'on appelle des segmentations clients. Alors segmenter, ça veut dire découper. L'exemple dont je voulais vous parler, c'était pour une chaîne de restauration qui dispose d'un programme de fidélité, des restaurants un peu partout en France, donc des clients qu'on appelle encartés, en fait, avec une carte de fidélité. Et en fait, l'entreprise envoyait à tout le monde les mêmes messages email de promotion avec des offres promotionnelles qui étaient les mêmes pour tout le monde. Ils avaient constaté que la fidélité était un peu en baisse, et donc l'objectif c'était d'essayer d'engager un discours, de pouvoir différencier la communication de manière à faire réaugmenter la fidélité. Alors là, on a travaillé en fait, notre métier c'est toujours d'aller chercher des données et essayer de les faire parler d'une certaine manière. On a donc analysé l'ensemble des visites de ces clients, alors avec des notions classiques en marketing de récence, de fréquence, de montant, mais au-delà de comportement, c'est-à-dire un client qui vient, quel est son ticket moyen, est-ce qu'il vient tout seul, est-ce qu'il vient avec d'autres personnes, est-ce qu'il vient à l'heure du déjeuner, est-ce qu'il vient au dîner, est-ce qu'il vient le week-end, est-ce qu'il vient dans la semaine, etc. Et tout ça a permis d'aboutir à donc une segmentation qui a été déployée dans la base avec des clients qui venaient, un segment de clients qui venaient principalement à l'heure du déjeuner dans la semaine, mais presque tous les jours, un segment de clients qui a un rapport beaucoup plus festif à cette chaîne de restaurants qui vient plutôt le week-end ou le soir et plutôt en famille ou bien entre amis, donc en groupe, des clients plus occasionnels, etc. Et des nouveaux clients, bien sûr, qu'il faut toujours traiter de manière différenciée pour les chouchouter et les faire revenir plus rapidement. Et donc voilà, donc au final cette segmentation a été déployée, implémentée dans le système d'information. Donc chaque client avait son segment de comportement qui lui était attaché, et ça a permis de développer en fait un plan de communication différencié. Et le troisième exemple dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on met sous tout ce qu'on va mettre sous l'appellation de prédictif. Alors c'est un pan d'activité extrêmement intéressant avec énormément d'applications business. Et nous, on adore faire du prédictif. Alors j'ai un exemple assez intéressant dont je souhaitais vous parler,
qui est un de nos clients qui envoie un photographe, des photographes en pratique, dans les maternités pour photographier les nouveau-nés tous les jours. Et quelques semaines plus tard, en fait, l'entreprise délègue une commerciale qui se rend au domicile de la maman et qui essaye de lui vendre donc un package de photos. Alors il y a toutes sortes de photos, c'est assez haut de gamme, dans des cadres, etc. Donc évidemment, les visites ne sont pas toujours rentables. L'objectif était d'augmenter la rentabilité de cette activité, et pour ça, nous avons bâti un modèle prédictif du chiffre d'affaires attendu donc, au cours d'une visite à domicile. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations en fait, pour bâtir ce genre de modèle. Les informations sont celles qui sont collectées par le photographe lors de la visite à la clinique ou à la maternité. Et donc essentiellement l'âge de la maman, enfin, pas grand-chose finalement, l'adresse. Et avec l'adresse, on a plein d'informations, et je vais vous en parler tout à l'heure, des informations géomarketing qui permettent de qualifier chaque adresse. Et ce modèle, en fait, donc, permet de prévoir, alors de manière finalement pas si exacte que ça, mais il est très utile parce qu'il permet en fait donc il est déployé dans la base tous les jours. Chaque jour, on a des nouveaux-nés, donc des nouvelles mamans qui rentrent dans le système d'information, qui sont scorés, donc à qui on affecte une prévision de chiffre d'affaires, et ça a permis d'aiguiller en fait une petite partie des dossiers, quelques pourcents des dossiers, vers un autre canal de vente que la visite à domicile, donc un canal de vente beaucoup moins onéreux, comme une vente par téléphone ou bien un aiguillage vers le site internet. Et très concrètement, l'entreprise a pu gagner comme ça presque 5 points de marge en utilisant ce modèle. Donc c'est très puissant en fait, les modèles prédictifs. Alors, le partenariat avec Arctic, alors nous on est ravis parce qu'on a, Jean-Antoine en a parlé tout à l'heure des valeurs. Je pense qu'on a des valeurs assez communes, on s'implique, on essaie d'être proche de notre client, on s'implique dans ce qu'on fait, on essaie de chercher des solutions qui sont simples et qui les rendent autonomes. Et puis, voilà, d'une certaine manière, on fait le même métier, c'est-à-dire qu'on exploite le potentiel des données pour prendre de meilleures décisions. On ne le fait pas de la même manière. Nous, c'est c'était en tout cas beaucoup plus abstrait jusqu'à présent. C'est-à-dire, on aime bien nous les tableaux de chiffres. Bon, on est peut-être vieille école. Et puis, on a une grande dimension d'accompagnement. Je pense qu'on a pu constater en travaillant avec vous, Arctic, donc on a cette même vision des choses. Et alors, ce que nous apportons, c'est d'une part des nouvelles données qui permettent de décrire les territoires de manière très très fine. Je vais les présenter. Et puis donc cette dimension prédictive qui a aussi énormément d'applications d'un point de vue cartographique. Alors, les données dont je parle, c'est le référentiel Caliscope. Alors, Caliscope, c'est une base de données géolocalisée qui comporte un ensemble d'informations sociodémographiques et attitudinales, un niveau de résolution géographique extrêmement petit, puisque, en fait, c'est un carreau, c'est le carreau, un ensemble de carreaux. Le carroyage, en fait, c'est un découpage du territoire en carreaux qui font 200 mètres sur 200 mètres. Donc, c'est extrêmement fin. C'est 20 fois plus fin que la zone iris, que je pense que tout le monde connaît ici. Et c'est un carreau comporte en moyenne 38 ménages, là où on a à peu près 2000 habitants dans un iris, donc 850 ménages. Et le carreau est le support le plus fin de l'open data INSEE. Alors à ce niveau-là de détail, l'INSEE ne donne pas grand-chose en fait, ou donne des informations mais qui sont tronquées pour des raisons de secret statistique. Et ce qu'on a fait dans le Caliscope, c'est un énorme travail de modélisation, c'est-à-dire qu'on a croisé des données au niveau du carreau, au niveau de l'iris, à différents niveaux de résolution géographique, des données open data provenant de l'INSEE, mais aussi des données open data qui ne viennent pas de l'INSEE, comme par exemple les résultats des élections par bureau de vote. Et Caliscope permet en fait de qualifier chaque carreau, donc chaque microzone géographique, par des informations concernant les revenus, enfin la richesse, le niveau de vie,
par des informations sur la composition du foyer, donc le nombre d'enfants, les tranches d'âge, des informations sur le logement, est-ce qu'on habite dans une maison, un appartement, le statut d'occupation du logement également, maison individuelle, locataire propriétaire, pardon, la surface, les prix, l'environnement, est-ce qu'on est dans un environnement très urbain, très rural, de banlieue, de centre-ville, et également justement en exploitant des informations des résultats de bureau de vote, des informations qu'on qualifie d'attitudinales et qui notamment qui permettent de qualifier chaque carreau par une sensibilité à une famille politique ou une sensibilité écologique par exemple. Alors ce ne sont pas des informations individuelles, hein, bien sûr, c'est modélisé, donc, mais ça permet de donner littéralement des couleurs sur les cartes qui sont différentes. Alors toutes ces données-là, Cadiscope, jusqu'à présent, on l'utilise quotidiennement pour nos clients, en fait pour décrire des clientèles, pour décrire des segments de clients lorsqu'on fait des segmentations. Et alors ce qui est vraiment fantastique avec Arctic, c'est qu'on a pu littéralement voir ce que donnaient ces informations sur le terrain. Alors ça change complètement tout, c'est vraiment très intéressant à voir. Et voilà, donc Cadiscope permet de décrire, jusqu'à présent on utilisait ces informations à des niveaux individuels, à partir de l'adresse, on affecte un client à un carreau et à ce carreau on a une description du carreau, donc on en déduit une description des individus. Au niveau, avec Arctic, ça permet de décrire des zones, des micro-zones, et je pense que ce sont des informations qui sont particulièrement intéressantes à utiliser dans des études d'implantation, dans des analyses de zones de chalandise, ce genre d'études. Et puis donc, la dimension prédictive, elle intervient, parce que lorsqu'on croise des informations locales, qu'elles soient d'ailleurs au niveau du carreau ou à d'autres niveaux, au niveau de l'IRIS par exemple ou d'autres, avec des informations clients, et en intégrant et en mettant tout ça dans des moulinettes et en utilisant des algorithmes de machine learning, on peut bâtir des modèles de potentiel local, donc des modèles prédictifs qui vont nous permettre d'avoir non seulement des informations avérées sur les territoires, mais des informations prédictives en fait sur différents comportements. Alors ça peut être par exemple l'intérêt d'un territoire pour une gamme de véhicules, pour de la consommation de produits bio, même pour l'intérêt d'un territoire pour par exemple une association caritative. Je montrerai un exemple tout à l'heure. Et tout de suite d'ailleurs. Et voilà, donc l'exemple sur lequel on avait travaillé ensemble, avec Jérôme d'ailleurs, c'est pour une grande association qui a une couverture nationale, hein, donc avec des donateurs répartis un peu partout sur le territoire, et qui cherchait à identifier en fait des zones sur lesquelles elle allait chercher de nouveaux donateurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'une part, pour commencer, analysé la pénétration des donateurs actuels, et puis on a ensuite construit un modèle prédictif, un modèle d'appétence en fait au don pour cette association particulière, en croisant donc des informations internes à l'association et des informations Cadiscope. Et le résultat est, je pense, tout à fait intéressant. Sur la carte de gauche ici, voilà, vous voyez la densité des donateurs sur le département du Finistère, avec la ville de Brest ici. Donc on voit qu'on a une forte concentration de donateurs dans la ville de Brest, une forte pénétration, mais aussi un peu dans le département, dans des petites zones comme ça. Et puis sur la droite, c'est la même carte, mais sous forme de potentiel. Donc ce qui est rassurant, c'est que le modèle nous dit que la ville de Brest, c'est une bonne zone pour l'association, donc on est plutôt satisfait puisque c'est effectivement le cas d'un point de vue réel. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le modèle ici identifie des zones en plus foncé dans lesquelles on n'a aujourd'hui pas de donateurs, très très peu, et qui pourtant ont le profil, correspond tout à fait au profil des donateurs de cette association. Donc ça permet d'ouvrir des actions de recrutement, par exemple, sur le terrain. Alors j'ai une carte aussi, j'essaie de la montrer. Je suis pas très... alors je ne suis pas une grande utilisatrice d'Arctic, des cartes d'Arctic, mais je vais essayer
quand même de vous montrer ça. Donc, voilà, donc c'est la carte que je vous ai présentée et sur laquelle on peut zoomer. Donc on retrouve la ville de Brest ici, et puis des zones ici dans lesquelles on a des potentiels de donateurs intéressants pour cette association. Voilà à peu près ce que je voulais vous présenter. Je crois qu'il y a une slide après. Oui. J'en profite parce que du coup, je vais essayer de poser les questions que nous posent la plupart du temps les clients quand on monte cette carte. Comme ça, vous allez pouvoir nous aider. Alors, en fait, quand on regarde ces petits carreaux, bon, déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que c'est assez impressionnant de savoir qu'il existe des données de nous à un niveau aussi fin. Là, on est un petit peu comme les blocks, vous savez, aux États-Unis, le pâté de maison. Donc, c'est toujours assez fascinant d'entendre les gens du marketing parler des analyses qu'on peut faire, puis à chaque fois, on passe à l'échelle. C'est tout sur nous. Moi aussi, je peux être scorée, comme on est en train de me dire, c'est toujours un peu perturbant. Et du coup, il y a des clients qui nous demandent un petit peu déjà comment se passe la notion de secret statistique de l'INSEE par rapport à ces carreaux. Je vais en profiter pour poser aussi tout de suite ma deuxième question, donc ça vous pourrez répondre à plusieurs questions d'un coup. C'est pourquoi on a des tout petits carreaux à certains endroits, comme ici par exemple, et on a des carreaux qui sont plus grands à d'autres endroits. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu les deux notions, peut-être liées d'ailleurs, et savoir aussi si effectivement ce sont des données qui sont fiables. Est-ce que vraiment on peut se rendre compte qu'en zoomant, alors il y a peut-être même des Bretons parmi nous, j'ai sûr même, à qui ça peut dire quelque chose, ces zones-là, et est-ce que ça parle finalement concrètement? Oui, alors effectivement, première question sur le secret statistique. Donc l'INSEE, évidemment, ne donne aucune information au niveau individuel et elle ne donne que des informations sur des zones qui sont suffisamment importantes. Donc la limite minimale, c'est d'avoir 11 ménages. Donc un carreau ne peut pas faire moins de 11 ménages. Et donc à ce niveau-là, l'INSEE donne des informations qui sont assez parcellaires, et notamment sur le revenu, qui est toujours une information sensible, on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Sur le revenu, en fait, ce que fait l'INSEE au niveau du carreau, c'est qu'elle elle donne en fait une moyenne en supprimant les bas revenus et les hauts revenus, pour faire simple. Donc c'est une moyenne qui finalement ne sert pas à grand-chose, parce que nos clients, qui sont des marketeurs, préfèrent en général s'adresser à des gens qui ont des revenus plus élevés. Voilà. Donc l'information qu'on diffuse au sein de Caliscope n'est pas une information exacte, c'est pas la moyenne des revenus des carreaux, c'est un modèle que nous avons construit et qui permet de reconstituer en fait les bords de la courbe, c'est-à-dire alors en moyenne on trouve bien, si je prends tous les carreaux d'un iris, je viens retrouver la moyenne des revenus ou la médiane des revenus qui est diffusée par l'INSEE. Après au niveau des carreaux, c'est une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, voilà, donc en général les estimations, il y a toujours un certain niveau d'erreur, mais qui permet en fait de prendre des décisions, en fait, qui permet d'avancer, qui est utile. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas pouvoir communiquer sur un individu en sachant exactement quels sont ses revenus ou quel est son niveau de vie, mais globalement, on sait que c'est une zone dans laquelle on aura un niveau de vie supérieur ou un revenu supérieur, et donc on pourra s'adresser à cette zone localement d'une autre manière par rapport à un autre secteur. Ça, c'était la première question. Alors, effectivement, les carreaux, alors j'ai dit, les carreaux, c'est 200 mètres sur 200 mètres, ce qui est le cas, les carreaux. Après, alors, on parle toujours de carreaux pour simplifier. En fait, il y a plusieurs... le carreau, c'est la zone minimale. Il y a plein de carreaux qui sont vides, parce qu'en fait, le carroyage, c'est vraiment un... Oui, excusez-moi. Le carreau, c'est une nation légale ou c'est l'invention qu'elle expérimente? Non, c'est légal. L'Europe est quadrillée d'ailleurs en carreau. En fait, c'est juste un bête quadrillage. C'est pas du tout comme l'iris. L'iris est un découpage homogène réalisé par l'INSEE, alors que le carroyage, c'est vraiment un découpage à la règle, en fait. Enfin, la règle, ça ne tombe pas juste, mais à cause des... mais c'est vraiment un découpage. Donc il y a plein de carreaux qui sont vides.
Il y a parfois des carreaux d'ailleurs qui passent au milieu de la mer, donc voilà, le découpage est comme ça. Et par contre, effectivement, il y a des carreaux qui sont plus gros, qui sont en réalité des rectangles, parce que lorsque le carreau est trop petit, en fait, les carreaux sont agrégés en rectangle de manière à avoir un niveau de diffusion supérieur, tout simplement. Comme on a un peu d'avance, on se permet de compléter un petit peu la démonstration de Spin Data juste avant. En fait, je voulais juste déjà expliquer en fait, que Spin Data, ça nous apporte aussi du complément, pas seulement sur des données code carroyées, parce qu'on a insisté là-dessus, mais aussi sur tout ce qui est données de projection. Et dans cet exemple, on a juste en fait repris un fichier de données fourni par Spin Data d'estimation d'évolution des ménages entre 2016 et 2026, pour pouvoir justement illustrer sur le run les zones qui allaient avoir en fait, un fort développement dans les années à venir. Très clairement, en fait, cette donnée-là, on l'a utilisée dans le cadre d'une étude. J'ai juste extrait en fait, cette donnée, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de problème de confidentialité, pour justement illustrer en fait, un cas d'usage qui est assez parlant et qui montre en fait, que c'est surtout en périphérie lyonnaise qu'on va avoir une forte croissance. Et que plus ça va, plus on s'éloigne en fait, de la périphérie, ce qui est assez logique, avec la pression immobilière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au sein des études, vous pouvez ajouter cette dimension temporelle et cette projection en combinant nos différentes expertises. Et moi, j'étais quand même assez épatée de voir, je ne sais pas si vous arrivez à la cause qui sont au fond de la salle, et qui ont dépassé les 40 ans pour moi, c'est qu'on commence à moins 0,37 et on va jusqu'à plus 30%. C'est-à-dire qu'en fait, les évolutions de population, on a tous l'impression qu'on est dans un bon vieux pays qui ronronne et où rien ne change vraiment. On se rend compte quand même que là, rien que sur des communes autour de l'agglomération lyonnaise, il va y avoir des endroits où on peut imaginer qu'il y aura plus 20, plus 30% de ménages. En plus, ménage, c'est vraiment la notion de foyer, c'est pas uniquement toujours un individu. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que l'on essaie de se servir le plus possible de cet éclairage pour prendre nos décisions, parce que ça va très très vite. Aujourd'hui, on est tellement abreuvé de données, surtout, et on travaille beaucoup en prenant des décisions a posteriori. N'oubliez pas qu'on peut donc intégrer désormais cette notion d'évolution de population. Voilà. Du coup, j'ai un autre exemple, parce que ça fait un peu une transition avec la présentation de Pierre juste après, qui va nous présenter du coup l'activité technique. C'est l'équipement des ménages automobiles au niveau Iris. Ça, c'était juste en fait, j'ai fait la carte assez rapidement, pour illustrer le fait qu'on a toujours dans l'idée que c'est qu'à Paris que les gens ne sont pas équipés de véhicules. Et en l'occurrence, c'est pas forcément le cas. On voit bien à Lyon que l'équipement en automobile n'est pas du tout garanti, pas du tout automatique. Décris-nous un peu la carte pour ceux qui sont loin, s'il te plaît. Alors, en fait, là, c'est la part des ménages équipés d'au moins une voiture en 2015, concrètement, par Iris. Et on voit bien, en fait, sur le centre de Lyon, enfin, toute la zone rouge, en fait, concrètement, c'est moins de 50% d'équipement. Donc c'est assez marquant. Et ça montre bien aussi que les transports en commun fonctionnent très bien à Lyon, parce que c'est pas indispensable du tout d'être équipé en voiture. Étant moi-même pas indiqué, pas équipé en voiture, je trouvais ça amusant de montrer cet exemple. Donc effectivement, ça veut dire que là, on est aussi sur une donnée précise, sur la possession des véhicules automobiles. Et ça fait partie, c'est une des pépites qu'on peut trouver dans ces énormes sources de données qui sont désormais mises à notre disposition, qu'on pourrait modéliser d'ailleurs en termes d'évolution, et qui nous permettent d'ajouter un éclairage, notamment dans le secteur qu'on appelle de l'automotive aujourd'hui, donc de tout ce qui touche à l'automobile, à son achat, à son entretien, à son équipement.